En août 2025, Matthew Spencer, âgé de 28 ans, et sa Hyundai Tucson argentée ont disparu sans laisser de traces sur l'une des autoroutes les plus fréquentées d'Amérique. Ce qui est surprenant, ce n'est pas la disparition elle-même, mais le fait que grâce à des recherches récentes effectuées à partir de son smartphone, les sauveteurs connaissent l'emplacement exact de la disparition à quelques dizaines de mètres près. Mais ce n'est qu'un début, car le véritable mystère réside dans les empreintes numériques qu'il a laissées derrière lui, des empreintes qui n'indiquent pas un accident tragique, mais une chaîne d'événements aussi inexplicables qu'effrayants. L'air de la forêt nationale de Kaibab, dans le nord de l'Arizona, était épais et immobile comme de l'ambre gelé. À 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer, le soleil de midi, implacable et blanc, s'efforçait de percer la dense canopée des couronnes de pins ponderosa centenaires, peignant une mosaïque frissonnante et trompeuse d'ombres et de lumière sur le sol parsemé d'aiguilles. Dans ce silence assourdissant, où même le bruissement du vent dans les hautes aiguilles semblait être un événement, tout son provenant de l'extérieur était déplacé, presque sacrilège. En particulier, le bruit des pas mesurés qui s'approchaient lentement et le grésillement court et sec d'une communication radio cryptée. L'équipe de recherche du bureau du shérif du comté de Coconino s'est déplacée dans les bois de manière tactique, presque silencieuse, comme une meute de prédateurs sur la piste. Ces hommes, professionnels endurcis et bénévoles dévoués, sont habitués à ce genre d'endroit. Leur juridiction, l'une des plus vastes du pays, a englobé des déserts impitoyables, des canyons vertigineux et des forêts sans fin. Des endroits où la nature prend ce qui ne lui a jamais appartenu avec une froide facilité. Mais aujourd'hui, leurs mouvements bien réglés et leurs visages concentrés sont empreints d'une tension différente. Ils n'étaient pas à la recherche d'un randonneur perdu vêtu d'une veste aux couleurs vives ou de la victime d'un accident évident. Ils suivaient une piste numérique, l'écho froid et fantomatique d'un signal de smartphone qui les avait amenés ici, sur un terrain tout à fait banal, situé à 800 mètres du ruban bourdonnant de l'autoroute I-40. Leurs premières hypothèses étaient polyprosaïques et fondées sur des centaines d'appels similaires. Tout le monde s'attendait à voir la même chose. Une Hyundai Tucson argentée, peut-être conduite maladroitement dans un fossé avec des vitres cassées, un réservoir d'essence vide ou des signes de réparation bâclés. La réalité à laquelle ils étaient confrontés était bien plus dérangeante dans sa simplicité glaçante. Au pied d'un vieux pin gigantesque dont l'écorce ressemblait à la peau profondément ridée d'un ancien lézard, se trouvait le sac à dos. Il n'avait pas été abandonné à la hâte et ne traînait pas dans la poussière parmi les bosses et les branches sèches. Il était soigneusement posé sur un lit moelleux d'aiguilles sèches, fermé par une fermeture éclair, comme si son propriétaire s'était absenté un instant pour admirer la vue et s'apprêter à revenir chercher ses bagages. Le chef d'équipe, le lieutenant John Hargrove, un homme dont le visage usé par le temps était aussi soufflé, et la carte de la région, aussi fiable que celle de son 4x4 officiel, s'arrêta à quelques pas, levant la main pour arrêter les autres. Il avait vu beaucoup de choses en plus de 20 ans de service, des signes désespérés de lutte pour la vie gravée dans les rochers, des camps abandonnés dans la panique et la terreur, des corps mutilés par les éléments au point d'en être méconnaissables. Mais cette image était différente. C'était calme, effroyablement ordonné et fondamentalement illogique. Un sac à dos solitaire, parfaitement placé, au cœur d'une vaste forêt sauvage. La scène ne criait pas à la tragédie, elle évoquait à peine un mystère insoluble. Le contexte de cette découverte étrange, presque surréaliste, a commencé à prendre forme 2 longues semaines avant que les lourdes bottes des sauveteurs ne touchent pas le sol. L'histoire de Matthew Spencer, un ingénieur logiciel de l'État de Washington, âgé de 28 ans, n'est pas celle d'un aventurier téméraire. Il n'était pas en train d'escalader des sommets, de descendre des rivières en rafting ou d'explorer la nature sauvage. Il était en route pour une nouvelle vie soigneusement planifiée.
Son long voyage l'a mené de Las Vegas, ville de néon et d'espoirs déçus qu'il ne pourrait jamais aimer, à Houston, au Texas, où l'attendait un emploi prestigieux dans une entreprise de technologie et une nouvelle maison spacieuse. Pour sa famille, et en particulier pour Kara, sa sœur jumelle, avec laquelle il partageait un lien quasi mystique et télépathique, il s'agit d'un événement heureux et joyeux, la fin d'une période d'incertitude pour Matthew. C'était un conducteur expérimenté et méthodique, habitué aux longs trajets monotones sur les vastes autoroutes américaines. Il était toujours au téléphone, ses messages étant prévisibles et réguliers comme une horloge. Passé Oklahoma City, arrêt pour faire le plein à Amarillo. Aussi, lorsque sa famille a reçu un SMS de sa part dans la soirée du 5 août, ce n'est pas l'inquiétude qui l'a saisi, mais une légère perplexité. Matthew a écrit qu'il passait par Cloudcroft, au Nouveau-Mexique. Kara, qui connaissait bien son itinéraire et l'avait suivi sur la carte, fronça les sourcils de surprise. Le village de montagne de Cloudcroft se trouvait à des centaines de kilomètres à l'est de l'endroit où il devrait logiquement se trouver à ce moment-là. Mais elle mettait cela sur le compte d'une simple fatigue, d'une erreur possible dans le nom d'une petite ville à la consonance similaire. La véritable alerte est venue plus tard, lorsque le lendemain, le 6 août, après une brève conversation téléphonique qui lui a semblé tout à fait normale, Matthew est devenu silencieux. Au début, son téléphone ne faisait que sonner, bip après bip, sans réponse. En fin d'après-midi, il a commencé à tomber directement sur la messagerie vocale. Kara connaissait son frère. Il n'était pas du genre à disparaître. Elle s'est empressée d'agir. Et c'est là que l'anxiété tranquille de la famille s'est heurtée à un mur froid et impénétrable de bureaucratie et de confusion juridictionnelle. Un rapport a été déposé auprès de la police d'État du Nouveau-Mexique sur la base des dernières informations connues. Les officiers locaux l'ont poliment accepté, mais en l'absence de corps ou de voitures accidentées, l'affaire n'a pas été jugée prioritaire. Ils ont procédé aux vérifications d'usage, mais n'ont trouvé aucune trace de Matthew ni de sa Hyundai Tucson argentée. Des jours précieux et cruciaux s'étaient écoulés, se dissolvant dans l'inaction. Tandis qu'une Kara désespérée battait le pavé, insistant sur le fait que quelque chose n'allait pas, que son frère n'aurait jamais fait une telle chose, le fantôme numérique de Matthew restait invisible aux yeux des autorités. Ce n'est que près de 2 semaines plus tard, lorsque l'affaire a finalement attiré l'attention des enquêteurs de l'Arizona grâce à la persévérance de la famille, qu'une demande officielle a été adressée aux géants de la technologie. La réponse est arrivée presque instantanément et a été impressionnante. Une caméra de lecture automatique des plaques d'immatriculation, un système qui enregistre de manière impartiale le flux de la circulation, a capturé la voiture de Matthew le 5 août, non pas au Nouveau-Mexique, mais à Flagstaff, en Arizona. Les données de son compte Google l'ont confirmé avec une précision redoutable. Les dernières recherches effectuées les 6 et 7 août provenaient de son appareil, qui se trouvait ici, sur cette même place de la forêt nationale de Kaibab. L'écart entre la réalité enregistrée par la technologie et le message envoyé par l'homme était colossal, plus de 500 miles. Les 2 semaines de recherche n'ont pas seulement eu lieu dans un autre État. Elles se sont déroulées dans une réalité complètement différente, tandis que le véritable lieu de la disparition gardait son sinistre secret dans un silence total et intact. Toute tragédie, comme nous le savons, commence au moment où le cours familier et prévisible des choses se fissure de manière à peine perceptible. Pour Matthew Spencer, cette fissure fatidique est apparue sur l'asphalte parfaitement lisse et baigné de soleil de l'Interstate M40. Sa dernière conversation avec sa sœur, le 6 août, avait été l'exemple même de la routine, le genre de routine dont on ne se rend compte de la valeur que lorsqu'elle a irrémédiablement disparu. Il avait parlé de la route, s'était plaint du mauvais café à la station-service,
avait parlé de la musique qu'il écoutait et avait fait part de ses projets pour sa première semaine de travail à Houston. Il n'y avait pas l'ombre d'une inquiétude ou d'un pressentiment dans sa voix. Selon les données archivées des services météorologiques nationaux, le temps était idéal pour un long voyage. Un ciel sans nuages, un léger vent d'ouest et une température avoisinant les 80 degrés Fahrenheit. La route qu'il emprunte n'est pas un chemin de campagne abandonné sorti d'un film d'horreur. C'était l'une des principales voies de circulation des États-Unis. Un flot continu de camions et de voitures de plusieurs tonnes. Un fleuve d'acier reliant les côtes ouest et est. Sa Hyundai Tucson, vieille de 2006 ans, n'était pas neuve, mais c'était un îlot de fiabilité. Elle avait été entièrement révisée avant le voyage et était équipée de tout ce dont il avait besoin. Dans son habitacle, encombré de cartons d'affaires, se trouvait toute sa vie passée, prête à être déplacée vers l'avenir. Tout, absolument tout, indiquait que ce serait encore une longue journée de route, un peu fatigante, mais parfaitement sûre. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre change lentement, de manière hypnotique. Les plaines brûlées par le soleil cèdent doucement la place à des collines couvertes de genévriers rabougris, puis la route commence à monter régulièrement dans la fraîcheur et l'ombre de la forêt de pins. C'est un monde d'une tranquillité majestueuse, presque primitive, où l'horizon semble infini et où la civilisation ne se rappelle à nous que par un ruban parfait d'asphalte et de rares cafés solitaires au bord de la route. Dans cette illusion de contrôle total et de sécurité absolue, dans cette atmosphère berceuse de prévisibilité, une catastrophe était sur le point de se produire. Ni bruyante, ni explosive, mais silencieuse, interne et imperceptible pour le monde qui passe. Une catastrophe qui a probablement commencé par un simple et perfide déclic sous le capot et qui s'est terminée par la disparition totale et inexplicable d'un homme et de sa voiture de la surface de la Terre. Le récit d'une catastrophe est, par essence, une reconstitution du moment précis où le monde déraille et se précipite dans l'inconnu. Dans le cas de Matthew Spencer, ce moment n'a pas été marqué par une explosion ou un appel à l'aide. Il est silencieux, presque imperceptible et totalement mécanique. Cet élément déclencheur, qui a déclenché une chaîne d'événements inexplicables, a été reconstitué plus tard par les enquêteurs grâce à l'analyse froide et dépassionnée de données numériques, mais son atmosphère est encore ressentie presque physiquement. Imaginez l'intérieur d'une voiture, emplie d'une odeur de poussière, de carton et d'un léger parfum de voiture. À l'extérieur de la fenêtre, les derniers rayons du soleil d'août colorent la cime des pins de ton cuivré et violet. Le moteur de la Hyundai Tucson tourne rond, son ronronnement monotone étant la seule bande sonore du paysage qui change lentement. Et puis, dans cette routine berceuse, quelque chose d'insignifiant se produit. Le tableau de bord s'assombrit un instant et la flèche du tachymètre s'agite comme sous l'effet d'une convulsion. Matthew n'y prête probablement même pas attention. Mais c'était le premier symptôme. Le véritable tournant s'est produit à la tombée de la nuit. Matthew s'est arrêté sur le bord de la route, peut-être pour se dégourdir les jambes ou pour vérifier le navigateur. Il coupe le moteur et le silence de la forêt pénètre instantanément dans l'habitacle, apportant avec lui la fraîcheur et l'odeur des aiguilles de pin. Lorsqu'il tourne à nouveau la clé de contact, rien ne se passe. Pas de rugissement du démarreur, pas de vibration familière. Il n'y eut qu'un seul déclic, sec, presque méprisant, provenant de quelque part sous le capot, suivi d'un silence de mort. Il a réessayé. Et encore. Le résultat est le même. Un seul clic. À ce moment précis, Matthew Spencer a cessé d'être un voyageur. Il est devenu un homme dans le besoin. C'est alors qu'il s'est tourné vers le seul oracle du XXIe siècle qu'il avait à portée de main, son smartphone. Sa première requête fut un modèle de pragmatisme et de logique. Pourquoi ma Hyundai Tucson de la 2006e année ne démarre-t-elle pas et ne clique-t-elle pas ? L'Internet
lui a fourni des dizaines de causes possibles. Batterie à plat, démarreur défectueux, problème d'alternateur. Il s'agissait d'un problème courant, ennuyeux, mais qui pouvait être résolu. Mais sa demande suivante, formulée quelques minutes plus tard, n'avait plus rien à voir avec la mécanique. C'était un appel à l'aide sous la forme d'une question numérique. Où suis-je ? C'est dans cette simple question que réside l'essence de sa tragédie. Il n'était pas confronté à un, mais à deux échecs à la fois. Sa voiture refusait de le servir dans le monde physique et son propre sens de l'orientation le trahissait dans le monde mental. Une banale panne sur le bord d'une autoroute très fréquentée s'est transformée en crise existentielle d'un homme perdu, prisonnier d'une boîte métallique au milieu d'une vaste forêt indifférente. L'action revient au présent, à l'équipe de recherche qui se tient près d'un sac à dos isolé. Le lieutenant Hargrove, après une longue pause tendue, donne le signal. Deux membres de l'équipe, vêtus de gants en latex, s'approchent prudemment de la découverte, comme s'ils manipulaient un engin explosif. Chaque pas, chaque mouvement est filmé. Dans ces cas-là, la scène originale est sacrée. Toute erreur, toute empreinte négligée peut enterrer la vérité à jamais sous une couche de conjecture. Le premier sauveteur ouvre lentement le compartiment principal de son sac à dos. L'air s'emplit d'une légère odeur de tissu, de poussière de route et de quelque chose de subtilement personnel. Le contenu du sac à dos était d'une normalité aussi troublante que son emplacement. Des vêtements de rechange soigneusement pliés, un ordinateur portable dans un étui de protection, des chargeurs. Rien n'indique qu'il y ait eu panique ou lutte. Dans une poche latérale, ils trouvent un portefeuille. À l'intérieur, un permis de conduire au nom de Matthew Spencer, plusieurs cartes de crédit et environ $300 en liquide, intactes. La version d'un simple vol, la plus simple et la plus directe, tombe en poussière. À côté du portefeuille se trouvent les clés, non pas d'une voiture, mais de son ancien appartement à Las Vegas et, vraisemblablement, de sa nouvelle maison à Houston. Des clés du passé et de l'avenir, trouvées à un moment d'incertitude absolue. Mais la principale découverte, celle qui a fait passer cette affaire d'étrange à carrément anormale, les attendait tout en bas. Il s'agissait d'une carte touristique ordinaire et usée des États de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Sur cette carte, dans la partie est, la ville de Cloudcroft était entourée d'un marqueur rouge-gras. Il s'agissait d'une preuve tangible du message texte qui avait lancé les premières recherches sur une fausse piste. Mais ce n'est pas ce qui a frappé Hargrove et son équipe. Une ligne droite, dure, presque agressive, a été tracée à partir de la ville encerclée, traversant la frontière de l'État et s'enfonçant dans la forêt nationale de Kaibab. Le point d'arrivée de cette ligne, marquée d'une croix, n'est plus qu'à quelques kilomètres de l'endroit où il se trouve. Il n'y avait rien sur la carte à cet endroit. Pas de route, pas de sentier, pas de village. Il n'y avait que des lignes courbes très espacées qui marquaient le terrain montagneux complexe. Le silence règne dans la forêt, rompu seulement par le grésillement de la radio et le grondement lointain des camions sur l'autoroute. Le lieutenant Hargrove tenait la carte dans ses mains, ses doigts gantés lissant soigneusement les plis. Il la fixa un long moment sans sourciller. Son visage, qui n'exprimait habituellement qu'une concentration professionnelle, était devenu un masque impénétrable. Il n'a pas dit un mot. Mais tous les sauveteurs de son équipe, qui connaissaient leur commandant depuis des années, ont vu quelque chose changer dans ses yeux. Les scénarios confortables et logiques, perdus, brisés, vols, se sont évaporés devant ses yeux, laissant place à un vide froid et sonnant. La carte qu'il tient entre les mains n'est pas une simple preuve. C'était un manifeste, la preuve d'une intention irrationnelle et incompréhensible. Matthew n'était pas seulement perdu. Il conduisait ou voulait se rendre à un endroit qui n'existait pas sur les cartes de la civilisation, en suivant une route tracée depuis un lieu où il ne se trouvait pas physiquement. Cette prise de conscience se répandit lentement dans le groupe, comme le froid de la nuit.
La forêt qui les entourait et qui, il y a 1 heure à peine, n'était qu'une zone difficile à trouver, semblait maintenant différente. C'était comme si elle les observait, gardant dans son ombre non seulement une tragédie, mais aussi un mystère construit sur l'absurdité. Hargrove lève enfin la tête et regarde son équipe. Puis il porte la radio à sa bouche. Sa voix était stable lorsqu'il a pris l'antenne, mais elle n'avait pas la même assurance que celle d'un sauveteur. C'était la voix d'un enquêteur qui venait de jeter un coup d'œil dans l'abîme. « Base, ici, Hargrove. Nous avons quelque chose d'inhabituel. Nous avons besoin de la police scientifique. Une équipe complète. Et sécuriser un périmètre dans un rayon de 3 km. Personne n'entre. Je répète, personne. » À ce moment-là, tout le monde a compris que l'opération standard était terminée. Quelque chose de complètement différent venait de commencer. 3 jours ont passé. 3 jours longs et épuisants, au cours desquels des dizaines de personnes et de véhicules ont passé la forêt au peigne fin, carré par carré. La zone de recherche initiale autour du sac à dos retrouvé a été élargie. Cynologues et chiens ont parcouru des dizaines de kilomètres, mais la trace de Matthew s'est arrêtée au même arbre, comme s'il s'était volatilisé. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolent la forêt, mais la dense canopée de pins est presque impénétrable. Les recherches sont dans l'impasse. L'espoir de retrouver Matthew vivant s'amenuisait d'heure en heure, mais l'absence de toute autre trace de lui, pas un morceau de vêtement, pas une empreinte de botte, était presque aussi angoissante que sa disparition elle-même. Le tournant qui a fait de cette affaire l'un des mystères les plus étranges de l'histoire de l'Arizona s'est produit le 4e jour. Une équipe de 3 personnes au sol vérifiait méthodiquement une crête rocheuse isolée, considérée comme un itinéraire improbable pour un homme perdu, mais qui devait être vérifié selon le protocole. L'endroit était difficile d'accès, parsemé de roches volcaniques pointues et d'arbustes épineux. C'est là, sur un rocher plat et chauffé par le soleil, que l'un des sauveteurs a remarqué quelque chose qui n'était pas à sa place. Il s'agit d'un objet en plastique et en verre qui reflète la lumière du soleil. En s'approchant, ils se sont figés. Un seul phare de voiture était posé sur la pierre, comme s'il était exposé. Il était intact, sans la moindre fissure. L'expert de l'équipe l'a immédiatement reconnu. Il s'agissait d'un phare de Hyundai Tucson, le même modèle que celui de Matthew. Mais ce n'est pas ce qui est le plus choquant. Le boîtier du phare ne présentait aucune trace de choc ou d'accident. Les boulons de fixation avaient été soigneusement retirés. Quelqu'un, disposant des bons outils et du temps nécessaire, avait méthodiquement retiré le phare de la voiture. Cette découverte, faite à plusieurs kilomètres du point d'origine, était un véritable non-sens. Pourquoi quelqu'un démonterait-il la voiture d'une personne disparue au milieu des bois et laisserait-il les pièces à la vue de tous? Ce n'était pas l'acte d'un criminel paniqué essayant de cacher des preuves. C'était comme un rituel, un message que personne ne pouvait déchiffrer. Dès que la nouvelle de cette découverte est parvenue au quartier général par radio, l'affaire Matthew Spencer n'a plus été une simple affaire de personnes disparues. Elle est entrée dans la catégorie de ces affaires rares et sombres qui empoisonnent pendant des décennies parce qu'elles ne reposent pas sur un accident tragique, mais sur une volonté humaine froide et impénétrable. L'opération de recherche a été officiellement reclassée en tant qu'enquête criminelle majeure. Le bureau du FBI à Phoenix en a été informé. Désormais, il n'était plus seulement à la recherche d'une personne disparue. La découverte d'une lampe frontale soigneusement démontée sur une crête isolée a agi sur l'enquête comme une décharge de défibrillateur. Elle ne l'a pas seulement revitalisée, elle a fondamentalement changé sa nature. Le lendemain matin, alors que le bleu froid de l'aube plane encore sur la forêt de Kaibab, un impressionnant convoi de SUV sombres portant des plaques d'immatriculation fédérale arrive sur les lieux. L'arrivée du FBI n'était pas une simple formalité. Elle signifiait un changement complet de tactique, de ressources et surtout
de philosophie de recherche. Les bois n'étaient plus seulement un endroit où une personne s'était perdue. Il s'agissait désormais d'une scène de crime potentielle s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés, et chaque centimètre carré de ce territoire pouvait cacher un indice crucial. Les agents et l'équipe médico-légale de Phoenix, travaillant en tandem avec l'équipe du lieutenant Hargrove, ont tout d'abord déployé un poste de commandement mobile, un ensemble complexe de tentes et de remorques rempli d'équipements rarement vus dans un bureau de shérif classique. La tactique de fouille, efficace pour trouver une personne, a été remplacée par une OCUS, étude de site médico-légale. La zone de recherche a été divisée en nouveaux carrés plus petits, et chaque équipe comprend désormais non seulement des trackers expérimentés, mais aussi des experts médico-légaux. Leur tâche ne consistait pas à rechercher Matthew Spencer, mais des anomalies, des traces de pneus qui ne correspondaient pas à celles des grumiers locaux, des taches d'huile, des fragments de tissu ou de plastique, des zones de terrain dont le sol avait été fraîchement remué. L'improvisation est devenue la clé de la suite des opérations. Les méthodes standards ayant été épuisées, l'équipe a été contrainte de penser comme les criminels qu'elle recherchait. Où cacher un véhicule de 2 tonnes dans ces bois pour qu'il ne soit jamais trouvé? Cette question revenait à chaque briefing matinal. Les équipes ont commencé à vérifier délibérément les endroits les plus illogiques et les plus inaccessibles. Galeries minières abandonnées, épais fourrés de genévriers presque impénétrables, fonds de ravins profonds et petits étangs de roseaux envahis par la végétation, disséminés dans la forêt. Nous avons utilisé des détecteurs de métaux, et même le GPR fourni par le service géologique, un appareil capable de voir de gros objets métalliques sous terre. Chaque jour s'est transformé en un travail acharné et méthodique pour découvrir les secrets que la Terre ne voulait pas livrer. Au fil du temps, l'enquête est tombée dans une routine épuisante, presque méditative. Les jours ne se distinguent plus les uns des autres, se fondant dans un cycle unique et sans fin d'espoir et de déception. À l'aube, un bref briefing sur la carte, sur laquelle il y avait de plus en plus de marques et de moins en moins de taches blanches. Ensuite, des heures de marche sur un terrain accidenté, des balayages monotones de détecteurs de métaux, un examen minutieux de chaque buisson, de chaque rocher. Le soir, retour au camp, analyse des échantillons recueillis, qui s'avèrent toujours être des déchets laissés par les touristes, et un sommeil court et anxieux au son de la forêt nocturne. La forêt elle-même est passée du statut de simple lieu d'action à celui d'antagoniste principal. Elle était immense, indifférente et pleine d'ombres trompeuses. Son silence était écrasant et les rares sons, le craquement d'une branche sous le pied d'un animal invisible, le cri lointain d'un geais, faisaient tressaillir même les agents les plus expérimentés. La vie des sauveteurs et des enquêteurs devient spartiate. Nuit froide sous la tente, café instantané qui ne revigore plus mais réchauffe les mains gelées, lutte constante contre la fatigue et équipement qui tombe en panne aux moments les plus inopportuns. La tension était présente dans l'air, épaisse et palpable, comme la résine sur l'écorce de pin. Les habitants de l'équipe de Hargrove et les agents du FBI étaient en froid. Les hommes du shérif connaissaient la forêt comme leur poche. Ils pouvaient la sentir, la lire, pour en déceler les signes subtils. Les agents s'appuyaient sur la technologie, les protocoles et l'analyse froide des données. Ils ont travaillé efficacement, mais la forêt a défié leur logique. Elle a prouvé à maintes reprises que ses secrets étaient des plus profonds qu'aucun signal GPR ne pouvait pénétrer. Cette nouvelle réalité était un marathon de survie, où l'ennemi principal n'était pas seulement ce qui était arrivé à Matthew Spencer, mais l'infinité même de cet océan vert et silencieux qui semblait capable d'engloutir n'importe quoi sans laisser de traces. La rupture psychologique ne s'est pas produite à la suite d'une dispute bruyante ou d'une rupture émotionnelle. Elle s'est produite discrètement, sur des pattes douces,
sous la conduite du membre le plus loyal et le plus honnête de l'équipe de recherche. Au 5e jour de cette longue côte d'enquête, l'un des chiens de recherche, un berger allemand nommé Thunder, qui travaillait avec un maître chien de l'équipe du shérif, a soudainement dévié de sa trajectoire. Elle tirait avec assurance sur la laisse en direction d'une zone arbustive dense et envahie par la végétation, qui avait déjà fait l'objet d'une inspection superficielle. Le maître chien, se fiant à l'instinct de sa partenaire, la suivit. Le chien le conduisit, non pas vers les traces ou l'odeur d'un homme, mais vers un vieux et puissant chêne qui ressemblait à un patriarche de la forêt aux cheveux grisonnants. Là, il s'arrêta, mais ne commença pas à aboyer comme il le faisait habituellement lorsqu'il était détecté. Au lieu de cela, Thunder a gémi, a rentré sa queue et a commencé à s'éloigner en regardant son propriétaire avec crainte. Le kynologue, un professionnel chevronné qui avait vu ses chiens dans de nombreuses situations différentes, était stupéfait. Il ne s'agissait pas seulement d'intérêt ou de détection, il s'agissait d'une peur primitive, inexplicable. Surmontant la résistance du chien, il s'est approché de l'arbre et a commencé à l'examiner. Dans le tronc, à hauteur d'homme, il y avait une vieille cavité moussue. En regardant à l'intérieur, il chercha à tâtons dans sa main un objet froid et rectangulaire. C'était un smartphone. Cette découverte a provoqué une tempête d'excitation contenue dans le camp. Le téléphone de Matthew Spencer. C'était une percée, peut-être la clé du mystère. L'appareil a été immédiatement mis dans un sac comme pièce à conviction et remis aux techniciens du FBI. Dans leur remorque, dans un silence stérile, branché sur un chargeur et un équipement spécial pour extraire les données, le téléphone s'est animé. L'équipe médico-légale entame une vérification méthodique. Le journal des appels est vide. Aucun appel entrant ou sortant depuis la dernière conversation avec sa sœur. Les messages ne contenaient rien de suspect non plus. Il semblait que la découverte n'était qu'une impasse de plus. C'est alors que l'un des techniciens a ouvert la galerie. Et tout le monde dans la caravane est devenu silencieux. La galerie contenait plusieurs dizaines de fichiers créés la nuit où Matthew a disparu. La première photo a été prise environ 1 heure après sa dernière recherche. La suivante a été prise 1 minute plus tard. Et ainsi de suite, avec une précision parfaite, presque machinale. Mais il n'y avait rien sur les photos. Chaque photo était absolument parfaitement noire. Il ne s'agissait pas de photos avec l'objectif fermé. Les expertises ont montré que l'appareil fonctionnait. Mais elles avaient été prises en l'absence totale de lumière. Des dizaines d'images vides, silencieuses et noires. Cette découverte est plus effrayante que n'importe quelle photo de violence. C'est la preuve de quelque chose d'incompréhensible. Que filmait Matthew dans cette obscurité impénétrable? Ou n'était-il pas en train de le faire? Cette galerie de vide numérique a porté un coup psychologique puissant à l'enquête. Elle n'apporte aucune réponse, mais soulève des centaines de questions qui font froid dans le dos, transformant l'affaire d'un mystère criminel en une parabole sombre, presque métaphysique. La découverte de la galerie de photographies manchatographie noire a été le point de départ de l'enquête, mais pour des raisons entièrement nouvelles. Il ne s'agissait pas de manquer de preuves ou de ressources. C'est que la nature même du mystère dépassait les protocoles standards du FBI et l'expertise de l'équipe du shérif. Des explications rationnelles, telles qu'un problème technique au niveau de la caméra, ont été proposées et envisagées, mais elles n'ont pas réussi à étouffer le sentiment troublant et irrationnel que cette découverte a suscité. C'est comme s'ils étaient confrontés non pas à une intention humaine, mais à quelque chose qui défie leur logique. L'enthousiasme qui régnait dans le camp a fait place à une concentration calme et sombre. Les hommes continuent à travailler, mais le doute se lit dans leurs yeux. Ils parcouraient la forêt, mais ils ne cherchaient plus seulement des indices, mais la confirmation que le monde obéissait encore aux lois de la physique et du bon sens. Mais la forêt est restée silencieuse. Les recherches officielles ont commencé à s'essouffler.
Il n'y a pas eu d'ordre d'arrêt, mais l'intensité a sensiblement diminué. Les équipes Seppati se sont réduites, les zones de déviation sont devenues plus formelles. Tout le monde se rendait compte que sans nouvelles pistes concrètes, on tournait en rond dans une forêt immense et silencieuse qui renfermait un secret qu'on n'était peut-être pas en mesure de comprendre. C'est à ce moment de l'effacement de l'opération officielle qu'une fracture interne s'est produite. Mais elle ne s'est pas produite au siège de l'enquête, mais dans le cœur d'une personne, Kara Spencer. Refusant d'accepter la version de l'accident et insatisfaite du manque de progrès de l'enquête officielle, elle a pris une décision. Si le système ne peut pas lui donner de réponse, elle trouvera quelqu'un qui travaille en dehors du système. Cette détermination, née du désespoir et de l'amour fraternel, est devenue le nouveau point d'appui de toute l'histoire. Alors que le FBI pliait ses tentes et que l'équipe du shérif reprenait ses activités de routine, une nouvelle phase de l'enquête se préparait dans l'ombre, privée, non officielle et bien plus dangereuse. Kara a commencé à chercher quelqu'un qui n'aurait pas peur de regarder dans les ténèbres, capturé par ses photos noires. Et cette décision est sur le point de conduire à la révélation finale la plus choquante dans l'affaire de son frère. Le temps est le solvant le plus impitoyable. Il estompe les traits des visages sur les photographies, met en sourdine les souvenirs les plus poignants et transforme lentement, mais inexorablement, les tragédies en statistiques. Au début de l'hiver 2025, la phase active de l'enquête sur la disparition de Matthew Spencer avait effectivement cessé. Le poste de commandement mobile a été replié, les agents fédéraux sont retournés à leur bureau de Phoenix, et l'affaire, devenue une affaire classée, a été rangée sur une étagère dans les archives du bureau du shérif du comté de Coconino. Pour le système judiciaire, l'histoire était terminée. Mais pour Kara Spencer, elle ne faisait que commencer. Pour elle, chaque jour est une lutte contre le silence. Le silence du combiné téléphonique où résonnait autrefois la voix de son frère. Le silence des fonctionnaires qui répondaient à ses appels par des phrases polies mais vides de sens. Pas de nouvelles. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Et le pire des silences, celui qui s'est installé dans son propre cœur, là où il y avait un lien indéfectible avec son jumeau. L'espoir de retrouver Matthew vivant s'était évanoui, remplacé par un besoin désespéré, presque animal, de réponse. Encore et encore, elle passait en revue l'ensemble des preuves absurdes. Le sac à dos, la carte avec la ligne qui ne mène nulle part, le phare enlevé, la galerie de photos noires. Ce sont les pièces d'un puzzle que personne ne veut ou ne peut reconstituer. C'est à ce moment-là, au plus profond du désespoir, que naît la détermination la plus forte. Kara a compris qu'un système fondé sur la logique et les protocoles était impuissant face à l'irrationnel. Elle a vendu sa voiture, pris une deuxième hypothèque sur sa maison et fait ce que les gens font lorsque la loi ne les aide plus. Elle a trouvé un homme spécialisé dans la recherche de réponses là où il n'y en avait pas. Il s'appelait Julian Croft. Il ne s'agissait pas d'un ancien flic ou d'un détective privé brutal issu de romans à l'eau de rose. Croft était un ancien analyste de la NSA, un homme mince et pâle dont les yeux semblaient voir non pas les gens, mais les flux de données qui se cachaient derrière leurs mots. Il prenait cher et ne travaillait que sur des affaires qu'il jugeait intéressantes. L'affaire Matthew Spencer, avec ses empreintes numériques anormales, le fascinait. Croft n'a pas commencé son travail en se rendant en Arizona. Il s'est enfermé dans son bureau de San Francisco, entouré d'une douzaine d'écrans, et s'est plongé dans le seul endroit où il pensait pouvoir encore trouver la vérité, l'écho numérique de Matthew. Il ne s'est pas contenté d'étudier les rapports du FBI. Grâce à ses anciennes relations, il a eu accès aux données brutes, non traitées, des tours de téléphonie mobile pour cette nuit-là. Pendant des heures, 24 heures, il a passé au crible des téraoctets d'informations jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Le signal de SOO, que le FBI considérait comme une anomalie inexpliquée,
Croft le voyait différemment. Ce n'était pas un saut. Il s'agissait d'un écho, d'une réflexion causée par une impulsion électromagnétique puissante et étroitement ciblée. Selon lui, quelqu'un n'avait pas simplement brouillé le signal dans la région. Quelqu'un avait, pendant un bref instant, frappé les ondes avec quelque chose de si fort que les tours voisines en étaient devenues folles. Et ce coup venait du nord, de la direction d'un vieux terrain d'entraînement militaire abandonné. Cette piste était insaisissable, mais c'était la seule. Alors que Croft essayait d'obtenir des informations par le biais de ses contacts sur ce qui avait pu se passer au champ de tir, le dénouement est venu d'une direction tout à fait inattendue. En mars 2026, la police de l'État, à la suite d'un long développement, a arrêté un important gang de voleurs de voitures qui opérait sur la I-40. Lors de l'interrogatoire d'un des membres du gang, mineur dans la hiérarchie, l'enquêteur, en guise de vérification, mentionne le cas d'un type qui avait disparu il y a 1 an au volant d'une Hyundai argentée. La réaction du gangster a été étrange. Il est devenu visiblement pâle et a refusé catégoriquement de parler. Ce n'est qu'après s'être vu promettre le marché le plus doux possible qu'il a parlé, en regardant autour de lui comme s'il avait peur des oreilles invisibles. Son histoire n'était pas une confession. C'était un murmure, plein de craintes superstitieuses. Il a expliqué que leur gang n'avait jamais travaillé dans la partie des bois située au nord de Flagstaff. C'était une zone interdite. Un groupe différent y opérait, a-t-il dit. Il ne savait pas qui c'était, d'anciens militaires, des mercenaires. Il ne savait pas. Mais ils étaient craints par tous les membres de la pègre. Il les appelait les nettoyeurs. Ils ne se contentaient pas de voler des voitures. Ils prenaient tout, la voiture, le chauffeur, toutes ses affaires. Et il ne restait rien. Absolument rien. Il a mentionné que selon la rumeur, il disposait d'un équipement qui brûle tout, même l'air. Lorsque l'enquêteur a demandé des précisions, le voyou s'est contenté de secouer la tête et de marmonner qu'il le trouverait n'importe où, même dans une cellule. Ces informations, qui ne constituent pas en elles-mêmes des preuves directes, forment, à la lumière des découvertes de Croft, un tableau monstrueux mais logique. Officiellement, le cas de Matthew Spencer n'est toujours pas résolu. Il est l'un des milliers de visages figurant sur les affiches des personnes disparues, un autre fantôme numérique perdu dans les vastes étendues de l'Ouest américain. La version officielle n'a jamais été formulée, ne laissant derrière elle qu'un vide rempli de la douleur de sa famille. Mais la version officieuse, issue de l'analyse des données de Julian Croft et des chuchotements effrayés du bandit, ressemble au scénario d'un techno-thriller des plus sombres. Matthew Spencer n'est pas tombé en panne dans un endroit malencontreux. Sa panne n'est peut-être pas un accident. Il a peut-être été victime d'une influence électronique à distance qui a désactivé le système électrique de sa voiture. Il a été pris dans un piège tendu par des chasseurs invisibles. Ses recherches désespérées sont la dernière trace de son existence dans le monde numérique avant qu'il ne soit anéanti. Les nettoyeurs, quels qu'ils soient, une société militaire privée testant de nouveaux équipements ou une unité gouvernementale secrète, avaient éliminé un témoin de leur activité. Ils l'ont pris, lui, sa voiture et tous ses biens, ne laissant pas une goutte d'huile, pas une empreinte de pneu. Ils l'ont effacé du monde physique aussi efficacement que leur technologie l'a effacé du monde numérique. Que signifient ces indices étranges ? Une carte avec une ligne qui ne mène nulle part ? Peut-être s'agissait-il de la dernière tentative désespérée de Matthew pour déterminer la direction dans laquelle il était emmené. Le phare enlevé laissé sur la crête ? Une signature inquiétante ? Un trophée ? Ou simplement une pièce tombée en cours de route ? Et la galerie de photos noires ? C'était probablement ce que le capteur de son appareil photo voyait lorsque le puissant équipement électromagnétique des nettoyeurs fonctionnait à proximité. Une obscurité numérique absolue et impénétrable. L'histoire de Matthew Spencer laisse derrière elle une question, la plus importante et la plus effrayante. S'il existe
une technologie capable de faire disparaître une personne de la surface de la Terre sans laisser de traces. Et s'il y a des gens prêts à l'utiliser, combien de ces nettoyeurs travaillent encore sur les routes désertiques de l'Amérique? Combien de fantômes numériques errent encore sur le web, ne laissant derrière eux que des mystères insolubles et des familles condamnées à attendre éternellement? L'enquête sur la disparition d'un homme est terminée, mais elle a ouvert la porte à un monde où la technologie engendre des monstres et où la justice est impuissante face à une efficacité absolue, méthodique et impitoyable. Et cette porte est restée ouverte.